On va passer à la suite. Alors, on a souvent l'habitude d'entendre que nous sommes encore dans un monde qui obéit à une logique extrêmement productiviste. Et pourtant, il semblerait que face à cet impératif de la quantité, émerge à nouveau l'intention de s'intéresser à la qualité. C'est bien le propos de notre prochain conférencier, Michel Maffezoli, qui est ancien élève de Gilbert Durand et de Julien Freund, professeur émérite à la Sorbonne, qui a développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire dans la vie quotidienne, dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne, en particulier en soulignant l'importance de ce qu'il appelle écosophie. Je lui laisse la parole, Michel Maffezoli. C'est amusant d'entendre parler de soi comme ça. Vous venez de répéter ce qu'on dit sur Wikipédia. Je ne me reconnais pas tout à fait dans tout cela. Chers amis, c'est un thème important. Penser le travail, l'identité, la communauté, la puissance. Voilà un vaste programme qui honore bien sûr l'Institut Iliade. Mais il y a l'Iliade et il y a l'Odyssée, et là l'Énéide. Donc il y a ce virement et ce virevoltement qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas négligeable, à mon avis. Bon, je me tiendrai quelques-uns des thèmes que vous avez dit dans les 15 minutes que vous m'avez imparties. Mais avant de... Puis-je rappeler ce qui est, vous le connaissez, mon delenda Carthago est. Il faut répéter régulièrement quelques banalités de base. Et avant d'aborder deux thèmes parmi les mots-clés que vous avez apportés, je pense qu'il est important, si vous voulez, de rappeler ce qui doit être, et en particulier en ces temps de détresse théorique. Mon hypothèse d'ailleurs, c'est de rappeler toujours ordo ab chaos. Il n'y a pas lieu de s'affoler de ce qui est en jeu actuellement, puisqu'on voit régulièrement, et ça sera mon propos, de dire que c'est à partir de ce qui cesse que quelque chose renaît. La première de mes banalités, c'est de dire que notre, si je puis le dire ainsi, notre cerveau reptilien, c'est-à-dire pas forcément la raison, pour moi la vraie culture, fondamentalement, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. Et parmi la grande banalité qui nous a formés, qui vous a formés, qui m'a formé, c'est que, dans le fond, il y aurait un linéarisme assuré de lui-même. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va inéluctablement arriver à un point B de civilisation absolue. En des termes un peu plus sophistiqués, il ne faut pas l'oublier, cela. C'est ce qui va constituer, dans le fond, la philosophie de l'histoire. Hegel. Histoire avec un grand H. Avant, il y avait de l'historiographie. La philosophie de l'histoire va être le fondement même de cette ambiance, de cette tradition hegeliano-marxiste qui, de mon point de vue, continue à contaminer l'intelligentsia européenne. À l'opposé, pour ma part, je vous prie de m'excuser, dès les années 78, puisque vous avez cité que j'étais disciple de Gilbert Durand, ma thèse d'État était une critique du mythe du progrès. À l'époque, ce n'était pas évident. Mais je continue à penser que le progressisme est quelque chose qu'il convient véritablement de dépasser. Et au-delà de ça, je dirais que le bon sens et la droite raison réunis, c'est Joseph de Maistre qui nous rappelle cela, cette espèce de conjonction entre ces deux éléments montre que sur 2000 ans de temps, qui est le champ d'observation des histoires humaines que nous pouvons avoir, c'est qu'il n'y a pas ce linéarisme. Il y a des époques. En grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et de longue date,
j'essaie de montrer que, bien évidemment, la parenthèse moderne qui s'est inaugurée au XVIIe siècle est actuellement en train de se fermer. Une époque, ça dure 3-4 siècles. Entre les époques, il y a ce que nous vivons, des périodes qui sont toujours intermédiaires, périodes durant quelques décennies, périodes à bien des égards crépusculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On pressent ce qui est en train de s'achever et on ne peut véritablement que balbutier sur ce qui est en train de naître. C'est ce que nous vivons actuellement. Et dès lors, et c'est pour ça que je vais m'opposer à certains termes de cette rencontre, il faut trouver les mots pertinents. Je n'ai pas dit encore des concepts. Les mots pertinents, en quelque sorte, pour essayer de dire tant bien que mal ce qui est en gestation. Excusez-moi, on la connaît par trop, mais il faut la répéter. La formule de Camus, « mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Ce qu'on sait moins, c'est que lorsque Camus prononce cette phrase, il lit La République de Platon, qui montre que quand il y a une dégénérescence, et vous avez compris que c'est régulièrement qu'il y a ces genres de dégénérescence, il y a ce que Platon appelle la fraude aux mots. Actuellement, il y a des quantités de fraude aux mots, de diverses manières qui sont en jeu. Je lisais ce matin, dans le 11e entretien des soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, je relisais, il faut le lire fréquemment, qui demandait, il faut que les mots soient bien définis. Et c'est ça qui me paraît important. J'ai bien dit, notre espèce animale a des mots. Il faut arriver à les dire le moins mal possible. Et je rappelle d'ailleurs qu'un philosophe français qui n'est pas négligeable, Jean-François Lyotard, quand il a écrit La condition postmoderne, 1972, un des premiers livres justement sur la postmodernité, rappelait une chose fort simple, la fin des grands récits de référence. Positivisme, marxisme, freudisme, qui avaient été ces systèmes que nous avions en quelque sorte ingurgités tant bien que mal. Et donc pour moi, il me paraît important, dans cette perspective que je viens de dire, ces deux banalités que je viens de rappeler, chers amis, il faut se purger des incantations. L'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Les ethnologues nous le montrent à bien des égards. Et de mon point de vue, il y a actuellement des quantités d'incantations. L'identité en est une, le travail en est une autre. Voilà pour moi des choses qui ne sont plus en phase avec l'esprit du temps, mais que, gauche et droite confondues, on se contente en quelque sorte de répéter à l'infini. Pour bien me faire comprendre, ce qui fut deux pivots, il y en aurait bien d'autres, mais encore une fois, je ne peux que dire brièvement, de l'époque moderne, cette modernité, ces temps modernes, dont on a peur de voir qu'il est en train de s'achever, c'est l'individualisme. Je rappelle la naissance philosophique, le cogito ergo sum cartésien, à peu près un peu avant la réforme protestante, sola fide, le texte sacré est traduit en langue profane, tout un chacun a son rapport direct à la déité, et au XVIIIe siècle, l'individualisme politique. Parmi tous ces auteurs non négligeables, Rousseau, dans ce qui fut cette pensée de l'éducation, il faut tirer, educare. Et si ce processus est réussi, retenez ce dernier mot de Rousseau dans l'Émile. Cet individu devient un individu autonome. Autonomos, je suis ma propre loi. Et que c'est à partir de cette autonomie que va se constituer, bien évidemment, le contrat social. C'est ça l'individualisme. Et c'est ce qui aboutit, dans le fond, à quelque chose, voilà, moi, sur la longue durée, j'ai montré que ce terme n'était plus un terme convenable, l'identité. L'identité, c'est, dans le fond, la résultante de ce processus d'autonomie. Auguste Comte, qui fut, dit-on, et à bien des égards, l'inventeur de la sociologie, en tout cas, qui avait bien défini ce grand siècle moderne qu'est le XIXe siècle, disait à sa manière fort simple « reductio ad unum », réduire à l'unité. Vous l'avez compris, l'un de l'individu, l'un de l'État-nation, l'un d'un grand système interprétatif. Et c'est ce qui aboutit à cette identité.
Une fois le processus éducatif réussi, vous avez une identité sexuelle, idéologique, professionnelle. Et je considère que c'est sur cette base-là que s'est élaboré, dans le fond, dans le bourgeoisisme, qui est ce 19e siècle, capitaliste et socialiste. N'oublions pas, cependant, les mêmes valeurs qui les animent, eh bien, c'est à ce moment-là que va se favoriser la valorisation du travail. Voilà mes deux pôles. Identité, travail. Jusqu'alors, souvenez-vous-en, un noble perdait sa qualité, déroger, l'expression est très juste en français, s'il justement travaillait. Le travail était pour les classes serviles sur leurs diverses modulations. Or, il se trouve que c'est à partir de cela, et je pense bien sûr, ici, le premier en la matière, c'est Kant. Kant, souvenez-vous-en, élabore toute une série d'impératifs catégoriques. Tu dois, ça ne se discute pas. Et parmi ces impératifs catégoriques, un des premiers qu'il donne, c'est « tu dois travailler ». Avec cette définition, alors que l'œuvre de Kant est par bien des égards difficile, il dit « c'est la réalisation de soi, c'est la réalisation du monde. Tu n'es quelqu'un que si ». Et c'est à partir de là, si vous voulez, que tout au long du XIXe siècle va se réaliser cette valorisation. Je rappelle pour mémoire, je m'amuse et je l'ai indiqué à tel président qui me consultait à l'époque, c'est lui qui a lancé cette expression, en tout cas qui l'a divulguée, je ne le nommerai pas, que dans le fond, il était marxiste sans le savoir. C'est au milieu du XIXe que Karl Marx, dans Le Capital, va proposer cette idée de valeur-travail. Expression que nous employons à tire-larigot sans bien y faire attention. Valeur-travail, je dis bien réalisation de soi. Et d'une certaine manière, c'est ce fondement-là, j'ai dit l'individualisme, valorisation du travail, qui est le propre même de l'économicisme, qui va être la grande idée dominante du XIXe, qui est actuellement la grande idée que l'on sait. Économicisme, qu'est-ce ? Ce qui fait qu'au-delà de ce que disait Peggy, le mythe et la politique, on continue à rester sur le pouvoir d'achat, l'inflation. Peggy disait la mangeaille. Et c'est en quelque sorte cette mangeaille qui continue à nous préoccuper dès le moment où l'on reste dans cette domination, je dirais, économiciste. De mon point de vue, voyez-vous, chers amis, c'est qu'il y a une saturation de cela. C'est ça, la post-modernité. On a du mal à le penser, on a du mal à le dire, c'est plus vécu que pensé, mais quelque chose de cet ordre est en jeu. C'est Sorokin, j'emprunte cela, Sorokin, ce mot très simple, saturation. Il montre tout simplement, dans le fond, que les diverses molécules qui composent un corps donné, usure, fatigue, ne peuvent plus rester ensemble. Mais montre-t-il, et ce n'est pas innégligeable, que c'est à partir de ces mêmes molécules qu'une autre forme est en gestation. C'est mon hypothèse. Saturation, dans le sens simple du terme. Et en gros, pour le dire simplement, on n'ose pas employer ce mot, décadence, renaissance. Oui, quelque chose tombe, décadare, et qu'en même temps, chaque fois que l'on voit, les 2000 ans de temps que je viens d'expliquer, une renaissance. Et quand Sorokin utilise cela, il prend une formule que je vous conseille, enfin, rappelez-vous cette formule, qui fut, dit-on, la première formule écrite dans la pierre, dans la tradition culturelle qui est la nôtre gréco-latine, Anaximandre de Milet. Genesis kai phtora, phtora kai genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Vous voyez, ce balancier en quelque sorte, ce que je disais tout à l'heure, ordo ap kao. Et c'est cela qui est en jeu actuellement pour moi dans la postmodernité naissante. Quelque chose qui est très peu pris en compte. Parce que l'Europe a été en quelque sorte le laboratoire où s'est élaborée cette modernité. Et du coup, nous avons du mal à apprécier, donner son prix à ce qui est en train de naître. Et de ce point de vue, encore une fois, j'ai dit, je vais être bref, ce n'est plus l'individu qui va prédominer, l'individu un, c'est la personne qui est plurielle. J'ai développé cela dans les années 80 dans mon livre « Le temps des tribus ». Tout simplement en reprenant la formule de Rimbaud.
Je est un autre. Et du coup, voyez-vous, on n'est plus dans une identité stable, mais dans identification multiple. Soyons clairs, pour ce que je dis, toujours, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans le même ordre d'idées que dès le moment où il y a ce glissement de l'identité aux identifications, c'est dans le même temps, si vous voulez, que d'une certaine manière, il n'y a plus cette réalisation de soi dans le travail. Ces jeunes générations n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Ils ont envie de faire de leur vie une œuvre d'art. On est là, si je reprends une expression connue de Guénon, on n'est plus dans le règne de la quantité. J'ai bien dit le règne de la quantité. Mais le qualitatif de l'existence qui me paraît important, ce qualitatif qui tente à prévaloir. Et c'est là où ma proposition, quand on m'a invité à cette rencontre, que du coup, je pense qu'il y a un glissement du travail à la création. Le travail réductible, la création beaucoup plus ouverte. Connaissez-vous ce livre de Thomas Kuhn, un classique, Structure des révolutions scientifiques, qui montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait dans le fond une équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient, la Chine nommément, imprimerie, la poudre à canon. Et qu'à ce moment-là, il y a un gap qui s'est offert, un différentiel. Et Kuhn montre bien que ce gap repose sur cette idée très simple, via recta de la raison. Mais que pour suivre cette voie droite de la raison, il convenait, il dit encore en latin, l'expression est fort juste, il convenait de laisser sur le bord de la route tous ces impedimenta qui alourdissaient la marche, les bagages inutiles. Ces impedimenta, c'était le ludique, le festif, l'onirique. Mon hypothèse, c'est de dire que la création actuellement est la reprise de ces impedimenta. Je m'adresse souvent à des chefs d'entreprise et qui, eux, comprennent bien cette conception-là dans leur management. Ils se rendent bien compte que, concernant ces jeunes générations, bien, il fallait reprendre ce ludique, ce festif, cet onirique. Au-delà de ces mots, trouvons ce que cela signifie. On est là dans une conception holistique du monde. L'entièreté de l'être individuel, l'entièreté de l'être collectif. Et pour ma part, c'est ce que j'appelle l'idéal communautaire en gestation, au-delà de l'idéal démocratique qui fut élaboré par cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt, qui, de mon point de vue, a fait son temps. En conclusion, souvenons-nous d'une formule de Goethe qui disait « Chaque civilisation, à son moment naissant, est paradoxale. » Paradoxe. C'est-à-dire quelque chose qui unit au-delà de l'orthodoxie, une pensée qui est une pensée en quelque sorte qui va directement là où il convient d'aller. Et pour moi, le paradoxe postmoderne, c'est que c'est la technologie aidant le développement de la tradition. Ma définition de la postmodernité, 1 minute, c'est, je la donne, je vous prie de m'en excuser, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie. Démultiplication des effets, archaïque, arché en grec, ce qui est fondamental, ce qui est premier, et le développement technologique. En la matière, qu'est-ce que ça veut dire? La cyberculture, c'est le partage, l'échange, la solidarité que l'on voit sur tous ces réseaux. C'est ça, cette cyberculture, si vous voulez, qui, le start-up sous ses diverses modulations, traduisent véritablement cela. Vous voyez, en quelque sorte, qui font empiriquement les divers éléments que je viens d'indiquer. Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire. Changement d'époque, j'ai dit. Permettez-moi de citer, à un temps où on pensait, Othon de Freising, philosophe, XIIe siècle, Chrétien de Troyes, romancier. Je le dis en latin, translatio imperii, translation d'empire, appelant translatio studii, une autre manière de penser, une autre manière de dire. Vous comprenez que c'est dans cette transmutation épocale, c'est cela qui me paraît important, reconnaître ce qui est en jeu, trouver les mots pertinents et s'accorder à cela. C'est cela, savoir penser. Je vous demande d'applaudir Michel Maffezoli. Merci Michel. Merci Michel Maffezoli.